Euh, Merci pour votre message. Alors je vous réponds. C'est bien sûr pour nous toujours une question extrêmement intéressante et nous évitons toujours de mettre tous les enseignants dans le même panier. Certains enseignants le lisent comme ça, mais ça n'est jamais le cas. Nous n'avons jamais dit que tous les enseignants se comportaient de la même manière. Quand nous décrivons des politiques de l'éducation nationale, nous parlons des politiques de l'éducation nationale mises en œuvre par la majorité des profs ou par un grand nombre de profs, mais pas par tous les profs. En 15 ans, je n'ai jamais rencontré un collègue qui affirmerait à des parents que leur enfant est précoce. Nous, ça nous arrive assez fréquemment. Ça nous arrive, c'est des cas qui sont assez fréquents. Nous renvoyons toujours vers des professionnels. Oui, hélas. Hélas. Je sais qu'il existe des psychologues scolaires qui parlent de précocité dès qu'ils rencontrent un enfant qui est à la fois très bon scolairement et très embêtant dans son comportement. Ça flatte les parents. Oui, c'est ça, voilà. Mais ça, c'est le problème. C'est un drame en soi. C'est assez grave parce que finalement, on étiquette l'enfant et on affirme quelque chose qui est loin d'être probant. Et ça évite de leur dire que leur enfant est impoli, n'a aucun contrôle, inhibiteur. Oui, ben voilà. Mais ça, c'est très très parlant que vous disiez ça. C'est très bien d'ailleurs. Mais c'est effectivement ce que je pense. Je crois qu'il y a des enfants qui sont tout simplement mal élevés, mal éduqués, et on dit aux parents qu'il est précoce. Bon. Évidemment, tout psychologue, scolaire ou non, un peu sérieux poussera l'investigation plus loin. Oui, mais il vaudrait mieux ne pas, car nous disons et nous montrons que la psychologie et l'enfance font mauvais ménage, et qu'en principe, un psychologue n'a pas à avoir un enfant, par déontologie simple, et c'est une chose que nous expliquons professionnellement. Pourquoi un psychologue ne doit pas avoir un enfant, nous l'expliquons sur le site. Ça, c'était bien inscrit aux fondamentaux du métier. Hélas, aujourd'hui, toute cette génération de psychologues qui s'improvisent, puisque vous savez que le diplôme est très facile à obtenir, ne connaît rien de la déontologie du métier et des fondamentaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des psychologues scolaires, ce qui est une aberration complète. C'est totalement, c'est comme si vous aviez des pédiatres pour vieillards. Ça n'a aucun sens, on ne comprend même plus le sens des mots. En 15 ans, j'ai jamais rencontré un enseignant qui enseigne la lecture avec la méthode globale. Eh bien, alors là, vous faites une erreur, puisque pratiquement tous les enseignants de l'éducation nationale enseignent la méthode globale via la semi-globale. Car la semi-globale, c'est la globale. Dès lors que vous introduisez du semi-global, en fait, vous utilisez la méthode globale. Donc il n'y a pratiquement que ça dans l'école publique, et il n'y a plus de syllabique. Il y a soit la syllabique, soit tout le reste. Et tout le reste est nécessairement mauvais par définition, et la science l'a parfaitement démontré à maintes reprises depuis 20 ans, puisqu'on sait très bien comment fonctionne le cerveau et comment les apprentissages se font de manière efficace. Le global est assimilé, semi-global, quart global, dixième de global, centième de global, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est du pareil au même, ça vaut rien. Ça ne marche pas scientifiquement. Ça fait plaisir à des soi-disant éducateurs, ministériels et autres ministres ou autres pédagogues à renommée nationale, mais ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. On le sait, tout ça, les études sont faites depuis très longtemps, il y a des résultats très très nets. Vous voyez aussi distinguer les enseignants de hauts fonctionnaires qui créent la politique éducative de la France. C'est ce que nous faisons. Mais vous savez, il y a beaucoup d'enseignants qui sont très très zélés dans la mise en œuvre des mauvaises politiques de certains hauts fonctionnaires. Parce qu'il faudrait aussi distinguer certains hauts fonctionnaires des autres, de même qu'il faut distinguer les enseignants les uns des autres. Ils ne sont pas tous semblables. Et puis les enseignants ont tendance à faire corps. Vous voyez, d'ailleurs, vous parlez un petit peu pour eux. Vous faites corps. Mais il y a des gens qui font exactement le contraire de ce que vous dites, et qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Donc il faut, je crois, apprendre à avoir beaucoup de discernement, et notamment à distinguer dans ses propres rangs. Les premiers font ce qu'ils peuvent avec une formation ridicule. Ils n'ont pas de formation, il faut le dire, puisque ce qu'on appelle l'animation pédagogique, etc., c'est d'une nullité effroyable. On ne comprend rien à ce que c'est qu'un individu, on n'a aucune espèce de notion d'anthropologie, et on ne sait pas ce que c'est qu'instruire. Donc il n'y a pas de formation, pour le dire. Donc c'est assez dramatique. Et par conséquent, ça invalide quand même beaucoup de leurs propos et de leurs revendications. Vous voyez, et ça justifie ce que nous disons et les critiques que nous formulons. Les premiers font ce qu'ils peuvent, ça dépend. Oui, vous en avez un certain nombre. Je crois que beaucoup d'entre eux, une majorité, arrivent avec de tas de bons sentiments et une envie de bien faire. Ça, je crois que c'est évident, on ne peut pas le nier, puisque ce n'est pas l'ambition d'avoir un bon salaire qui les amène. Encore qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent entrer en fonction publique parce qu'ils savent que le salaire est garanti à vie, même s'il est misérable, au moins ils ont un emploi. Donc ça aussi, ça existe, il ne faut pas se le cacher. Mais on peut dire qu'il y a quand même une majorité de gens qui vont vers l'enseignement, notamment des jeunes femmes, de façon tout à fait honnête et désintéressée, mais qui rapidement entrent dans le moule, après s'être fait copieusement taper dessus d'ailleurs, soit d'ailleurs par les élèves ou les parents d'élèves, soit par l'administration.
les directeurs d'école, etc. Et on a des cas absolument ébouriffants d'instituteurs qui d'ailleurs quittent le système. Et j'indique d'ailleurs sur le site que, vous le savez peut-être, le plus grand centre psychiatrique d'Europe, c'est un centre de l'éducation nationale. Je connais parce que nous avons eu à le gérer à l'époque où je travaillais dans une société de sécurité. Nos vigiles surveillaient ce bâtiment. Donc vous voyez, bon, il est très peu connu, il se situe dans le milieu de la France, le centre de la France. C'est pas dans le centre, c'est en fait près de l'Auvergne, en Auvergne. Et c'est absolument épouvantable, hein, épouvantable, avec des taux de suicide très élevés. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui sont désespérés et qui finissent mal. Vous avez un certain choix, maintenant c'est maths français. Les enseignants de Singapour, toujours dans le primaire, ont droit à 100 heures de formation par an et avec très peu de moyens. Avec 20 € par an et par enfant, il faut acheter toute la papeterie. Vous pensez bien qu'il ne reste pas grand-chose pour payer, par exemple, des intervenants de qualité, bien sûr. La politique éducative a deux grands torts. Deux grands torts. Bon. Les programmes ne cessent de changer comme si on ne savait pas décider de ce que doivent savoir les enfants en fonction de leur âge. Oui. Oui. Ben, vous savez, les programmes, alors les programmes, c'est deux choses. D'une part, ce sont les politiques ministérielles, mais d'autre part, et surtout, ce sont les politiques de la Commission européenne, Commission éducative européenne, qui en fait est le véritable patron. C'est la Commission européenne d'éducation, qui était il y a quelques années encore dirigée par une banquière, c'est assez cocasse quand même. Aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est, mais c'est probablement quelque chose d'un peu équivalent, quelqu'un qui est... C'est un peu, vous savez, comme ces ministres de la Santé qui sont des anciens des laboratoires pharmaceutiques. Hein. Vous avez dans les commissions scolaires européennes des gens qui ne devraient pas y être et qui sont là pour... enfin, je ne vais pas vous détailler le programme, mais qui ne sont pas là en tout cas pour améliorer le niveau d'instruction des élèves. Hein. Ça, on le sait suffisamment. Donc ces programmes sont souvent des programmes de subversion. Alors il faut s'intéresser à cette question. Si la question vous intéresse, vous pouvez aller voir, il y a des livres qui sont écrits là-dessus, sur ce que c'est que la subversion au sein des institutions, et pourquoi est-ce qu'on pratique ces politiques. Faire croire aux familles par des reportages où on voit une super maîtresse avec 5 élèves, mais où sont les 20 autres, que l'école va faire réussir chaque enfant sans effort de leur part. Résultat, la moitié de mes élèves n'apprennent pas leurs leçons, une autre moitié qui regroupe forcément un peu la première n'a pas un comportement d'élève, mais c'est pas grave mon chéri, si tu n'as pas compris, la maîtresse est là pour te réexpliquer. Eh bien non, la maîtresse, elle gère les comportements, le matériel, l'heure qui tourne accessoirement, elle enseigne. Je suis bien d'accord avec vous, d'ailleurs je le dis, combien de temps un enseignant consacre à mon enfant, et c'est un temps extrêmement réduit, bien sûr, bien sûr. Alors, vous n'êtes pas seul en cause, il y en a, bien sûr qu'il y a une mise en cause à faire de certains enseignants qui sont des je m'en foutistes. Je m'en foutiste syndiqué d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout le problème des programmes, des contenus d'une médiocrité épouvantable, de l'interdiction qui est faite de faire de la discipline, puisque l'enseignant n'a plus le droit aujourd'hui à être respecté. On peut dire n'importe quoi à l'enseignant sans risque aujourd'hui. L'enseignant d'ailleurs ne pourra pas se plaindre, même s'il reçoit une paire de gifles, il ne pourra pas porter plainte pour violence, ce sera interdit par sa hiérarchie, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses, si vous voulez. Mais à ce stade de réflexion, il n'y a qu'une seule solution, c'est changer de régime, puisque la position de l'instituteur à l'école est liée fondamentalement à la notion de république, et donc il faudrait changer la Constitution et revenir en arrière pour retrouver un véritable statut de l'enseignant. En fait, tout ce que vous avez aujourd'hui comme constats qui sont faits de manière très nombreuse, découle d'une logique et qui est une logique de régime. Ça, c'est inscrit dans la Constitution. Alors on pourrait faire une analyse beaucoup plus poussée, mais il faut avoir cette vision métaphysique de la politique pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là. Ce n'est pas un effet du hasard, ce n'est pas un effet du manque de moyens comme le croient les gens de gauche, ce n'est pas non plus l'effet d'une négligence. Tout ça, c'est une logique. Si vous interrogez les politiciens de haut niveau, les hauts fonctionnaires de haut niveau, et ce qui m'est arrivé assez fréquemment, eh bien, ils vous répondent que tout ça est tout à fait normal, car c'est dans la suite logique de tout ce qu'on a pu voter, et tout ce qu'on a pu voter découle très logiquement de la Constitution et de la nature même du régime. Voilà. Alors, si vous voulez revenir à une situation qui serait beaucoup plus saine, eh bien, il faudrait déjà commencer par abolir le régime. Hélas, il n'y a malheureusement pas d'autres moyens de faire. Tout ce que vous pourrez faire de bien dans une école, eh bien, vous le ferez en tant que dissident ou en tant que résistant, plus ou moins, entre guillemets, par rapport au système, et vous sera bientôt enlevé et interdit. Ça, vous pouvez faire l'expérience. Tout ce que vous allez essayer de faire de bien, eh bien, vous aurez un système qui sera contre vous. Parce que le système ne veut pas, en fait, en réalité, sans le dire, que vous fassiez du bon travail en tant qu'enseignant. Un bon travail, un vrai bon travail n'est pas compatible avec le régime et la nature même du régime.
dans lequel les Français vivent. Donc c'est assez grave, vous voyez, ça va loin. Je choisis ce métier car je voulais transmettre des savoirs, et oui, comme beaucoup d'enseignants. Résultat, eh bien, vous ne le pouvez pas, ou en tout cas c'est extrêmement difficile. Et je suis sur le point de le quitter car je m'aperçois que ce n'est pas possible. Et ben voilà, vous voyez, vous dites ce que je dis. Vous rejoignez ce que je dis. Et donc il faut faire la critique comme nous le faisons de ce système. Et de tous ceux qui le confortent. Ce ne sera pas faute d'avoir essayé, je veux bien le croire, j'en suis sûr. Nous avons aussi beaucoup de parents démissionnaires. Voici un petit florilège 100% vécu. Elle n'a pas voulu faire ses devoirs, alors je lui ai dit qu'elle verrait avec vous. Mais oui, c'est donc l'enfant qui décide. Voilà. Donc ça, c'est l'enfant roi. Pourquoi l'enfant roi? Parce que c'est les droits de l'homme. C'est les droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est l'interdiction de la fessée. C'est la sacralisation excessive de l'individu sans respecter une véritable sacralité. En fait, l'individu n'est pas réellement sacré. Il est officiellement sacré dans la loi et dans les mentalités, mais en réalité, il n'est pas sacré du tout, puisqu'il ne contient rien. C'est un citoyen, si vous voulez, mais ce n'est pas un individu qu'on considère avec un regard véritablement bienveillant, comme il se devrait. C'est un citoyen qui a des droits. La sacralité de l'individu dans la société d'aujourd'hui, c'est une sacralité légale et non pas une sacralité anthropologique. Il faut bien comprendre ça. Si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi on met en avant tous ces gens qui cassent, qui brouillent, qui sont relâchés dans l'heure, tous ces violeurs qui ne subissent rien. Pourquoi? Parce que les pauvres chéris, c'est des citoyens et qu'en tant que tels, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, sauf s'ils sont coupables d'avoir des comportements ou des opinions qui ne collent pas au régime. Alors là, on entrerait dans l'histoire des instances judiciaires et on pourrait parfaitement voir comment les choses se passent dans les tribunaux. Ce serait intéressant, certains le font, c'est pas l'objet de mon site. Je n'ai pas réexpliqué l'addition car je ne connaissais pas votre méthode. C'est sûr, il n'y a rien dans ces cahiers de leçons, rien dans son cahier du jour qui pourrait vous donner des indices. C'est sûr, enseigner les techniques d'addition, c'est réservé aux initiés. Oui, c'est la nullité crasse d'un électorat qu'on a encouragé à être de plus en plus assisté, de plus en plus inactif, irresponsable, etc. Mais c'est vrai aussi chez les enseignants. C'est toute la population qui est concernée. C'est un désastre. C'est un désastre. Ce qu'on a fait en 200 ans est pire que ce qu'on aurait pu faire dans une guerre. Parce qu'on n'a pas seulement tué des gens et détruit des bâtiments, on a détruit l'âme des individus, on a détruit leur réactivité, même leur instinct de survie, l'éducation, la justice, l'économie, la santé, tout a été détruit. Et une guerre n'atteint pas ce niveau-là. Donc on a détruit beaucoup plus. C'est un désastre total. Elle a manqué lundi parce qu'on est revenu à 22h30 de sa compétition de twirling bâton. Il y a tout de même des priorités dans la vie. Oui, alors là, ça c'est votre point de vue. Vous pensez qu'en effet, il faut aller à l'école parce que c'est une priorité. C'est pas forcé. C'est pas forcé du tout. Parce que vous avez des tas de gens qui ont commencé l'école à 15 ou 20 ans, ou 25 ou 30 ans, et qui ont fait de très beaux parcours. Donc, évidemment, si vous voulez, tous les métiers considèrent que leur métier est prioritaire. Le boulanger vous dira que la boulangerie passe avant tout, et le garagiste aussi, il vous dira que le garage et que la mécanique, ça explique tout. Si vous avez de très bons mécaniciens et de très bons garages, vous n'aurez plus de problème en France. Vous voyez, donc chacun, et puis l'instituteur considérera que si tous les enfants passent par l'école et reçoivent une bonne instruction, tout va s'arranger. Ben oui, mais non. Parce que vous pouvez parfaitement avoir de très bons parcours sans instruction ou avec une instruction minimale. Et d'ailleurs, si on compare l'instruction de très haut niveau qu'on peut avoir dans certaines écoles en France aujourd'hui, comparée à ce qu'était l'instruction minimale ou minimaliste dans certaines écoles de province, il y a 100 ans, et que vous comparez ce qu'il advient des individus qui ont fréquenté cet établissement, vous voyez d'un côté, dans ces écoles super balèzes de centre-ville parisien, des technocrates qui sortent et capables de commettre les pires folies à des responsabilités de sommet, alors qu'on avait il y a 100 ans dans les écoles de village des individus qui sortaient, qui étaient bien campés, solides, sérieux, honnêtes, travailleurs, etc. Donc si vous voulez, l'instruction n'est pas en soi ce qui fait un individu. Ça y contribue, mais ce n'est pas encore ça, c'est pas tout à fait suffisant. Et on pourrait parfaitement envisager, et c'est d'ailleurs tout à fait imaginable, que des individus fassent des parcours en dehors de toute instruction et soient des gens parfaitement équilibrés et intéressants. Alors je ne dis pas sans instruction du tout, mais en tout cas ayant loupé par exemple ce lundi matin ou ayant loupé tous les lundis matins de l'année. C'est pas pour ça que ça fera un individu nul. Parce que l'individu, c'est d'abord quelqu'un qui est équilibré au fond de lui, qui a reçu d'abord de l'amour, etc. Enfin tout ça vous le savez, un certain nombre d'éléments, et l'instruction ne vient que par surcroît. Vous voyez, sur les 12 apôtres, il y en avait 11 qui ne savaient ni lire ni écrire.
Il n'y a que Judas qui savait. Et vous voyez ce qu'il est advenu de Judas. Vous voyez, donc l'instruction, c'est du surcroît. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Si on sait ça, à ce moment-là, on donne d'abord à l'enfant ce qui est essentiel en lui, une structure, et donc ça passe par de l'autorité, effectivement, ça passe par des expériences vécues, ça passe par du sport, ça passe par des activités qui sont souvent, quand on veut participer le corps, plus intéressantes et plus édifiantes pour l'individu que de rester en classe assis pendant quelques heures. Ça nous le montrons sur le site, nous montrons comment des activités peuvent mieux bâtir le cerveau, on le sait tout ça sur les séquelles, c'est chiffré, et l'individu que de l'instruction pure, mais ça n'empêche que l'instruction est nécessaire, utile et qu'il faut savoir la donner. L'instruction est également absolument indispensable en ce qu'elle construit également l'individu. C'est-à-dire que sans instruction, il manque quelque chose à l'individu, et notamment la logique, le sens des chronologies, savoir parler, s'exprimer, etc. Tout ce que l'école peut enseigner de bon. En revanche, l'instruction peut être extrêmement néfaste, en particulier quand il s'agit de valeurs prétendues de la République et de choses de ce genre, qui sont en réalité de la manipulation mentale et de l'idéologie importée dans l'école. Et donc il vaut mieux un enfant qui ne sache rien plutôt qu'un enfant qui sache mal et qui sache spécifiquement tous ces savoirs faux des États modernes qui sont des savoirs totalitaires qui poussent l'individu dans la dépendance et l'assistanat et la soumission à un ordre de pensée qui est faux et qui repose sur des postulats qui sont ceux de la Révolution de 1789 qui sont essentiellement faux. Il faut libérer l'individu de cette instruction-là, rendre une véritable instruction épurée, c'est-à-dire originelle, épurée de tous ces ajouts qu'on a mis et qu'on a introduits, soit par le fait des gouvernements, soit par le fait des syndicats, soit par le fait d'une pensée ambiante, moderne depuis la Seconde Guerre mondiale, et même avant, parce qu'avant déjà il y avait cette école de la République très militante, qui a fait des petits Français, des petits revanchards qu'on a envoyés reprendre l'Alsace et la Lorraine, etc. Et puis bien sûr des anticléricaux, etc. Bon, enfin tout ça on le sait. Donc j'affirme qu'il vaut mieux qu'un enfant n'ait pas d'instruction scolaire et une véritable instruction de la vie, plutôt que cette instruction-là. Et dans l'idéal, il vaut mieux qu'il ait à la fois une bonne éducation et une véritable instruction sans tous ces faux postulats politiques et idéologiques. Je n'ai pas fait mes devoirs parce qu'on est parti chez mamie tout le week-end. C'est sûr qu'en donnant une semaine à l'avance, ça ne laissait pas une petite demi-heure quelque part. Voilà, ceci étant dit à titre tout à fait privé, la prochaine loi risque de me museler et je ne voudrais pas avoir de soucis, oui c'est vrai, avec une administration qui, jusqu'à ce que j'ai trouvé comment gagner les autrement, me permet de gagner ma vie. Voilà. Pourriez-vous me donner votre avis sur ces points? Je crois que c'est fait. Et surtout, pourriez-vous introduire un peu de nuance dans vos articles? Moi, je pense que ce que nous disons est suffisamment nuancé, que ce que nous disons est nécessaire, et que si on tempère trop les discours, comme on le fait, comme les politiciens le font, eh bien on finit par ne plus rien entendre. C'est Macron ne fait jamais un accroc quand il parle. Il n'y a rien à redire, c'est toujours, il ne froisse personne, c'est toujours, enfin sauf quand il a sorti ces 3-4 conneries, mais je veux dire dans le discours central, général, standard que vous avez à la télévision, c'est du discours parfaitement léché, il n'y a personne n'est heurté, etc., tout va bien. Oui, ben vous voyez ce qu'il y a derrière. Donc je crois que parfois il faut dire un petit peu les choses, parfois en surchargeant, de façon à mettre en exergue des éléments. De même que le comédien, il se maquille pour mieux attraper la lumière, il met en valeur. Ou alors au théâtre, vous forcez un peu la voix. Bon, parfois il faut forcer un peu les choses, parce que sinon on n'est pas entendu. Et il est par rapport, vous savez ce que nous disons, par rapport à ce que nous avons comme écho, mais je vous assure que ce n'est pas le centième. Je vous assure, vous n'imaginez pas ce qu'on peut avoir comme retour de la part des parents sur ce qui se passe à l'école. Vous n'imaginez pas ce qui se passe à l'école, je crois. Et si vous le saviez, mais vous seriez horrifié, vous partiriez en courant. D'ailleurs, je vous le dis au passage, vous êtes en danger à l'école. Et le danger, il est davantage du côté de votre administration que des élèves. Et même si les élèves viennent avec des revolvers en classe. Donc je vous dis, faites très attention parce que l'administration, elle ne vous rattrape pas. Si jamais vous bougez un petit doigt et que vous dites quelque chose qui ne colle pas, vous pourriez être persécuté toute votre vie. Il faudrait changer de pays. Et nous avons des cas d'instituteurs qui ont quitté l'école et qui sont encore poursuivis, obligés d'aller au tribunal régulièrement pour avoir été victimes de circonstances et de leur bonne foi. Bon, cela dit, si vous avez un article en particulier ou des articles en particulier où nous disons quelque chose qui vous paraît totalement excessif, n'hésitez pas à nous le dire et puis nous regarderons ça de près. Voilà Patricia, eh bien à très bientôt et puis on échange si vous voulez parce que c'est un sujet très intéressant. Au revoir.